Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille mon pote humoriste et désormais paysan, Nicolas Mérieux, pour parler d'humour et de fin du monde. Salut Nico. Salut Pierre, c'est un plaisir de te présenter comme ça. De quoi, d'être enfin paysan, tu veux dire? Ouais. On va en parler. Alors, je te présente en 10 secondes. Il y en a qui t'ont peut-être vu au tout début de la chaîne YouTube avec tes vidéos La Barbe, effectivement. Après 10 ans de vulgarisation humoristique sur l'écologie et la solidarité, notamment sur YouTube, t'es devenu méga écolo dans ta vie perso, végétarien, zéro déchet, etc. Au bout d'un moment, t'as dit « fuck, je me barre de Paris pour aller dans les Landes et cultiver mon potager ». Et ensuite, là, t'as franchi encore une étape supérieure en passant ton diplôme d'exploitant agricole. Et après moult galères, tu viens enfin d'acheter un immense terrain pour créer, tenez-vous bien, le plus grand jardin forêt de France. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté pour te mettre. J'allais dire, je sais pas si c'est bien de brander comme ça, mais... Non, c'était gratuit. Et comme le mec ne dort jamais, tu sors un nouveau spectacle qui s'appelle On sait pas. Alors, on sait pas quoi, monsieur Nicolas Mérieux? Eh ben, finalement, on sait pas si on décide de détruire l'humanité à la fin de ce siècle ou pas. On le dit, les taux se resserrent de plus en plus, mais on a quand même encore une petite marge de manœuvre pour sauver ce qui reste de vivant sur cette planète. Moi, je souhaiterais que l'humanité se dirige dans cette direction-là, mais pour l'instant, on sait pas. On sait pas si les gens ont envie de changer ou pas. Au fond, je pense que entre mourir ou pas, les gens préfèrent vivre. Mais pour l'instant, dans les actes concrets, au niveau politique, en tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit la direction qui soit choisie, quoi. Mais on sait pas. Voilà, comme ça, on est rentré direct dans le vif du sujet. La survie de l'humanité. Et tu me fais trop rire ce que tu dis. En fait, on sait qu'on détruit la vie sur Terre, mais on en rit. Toi, t'appelles ça du rire pleine conscience. Ouais, en fait, le rire pleine conscience, c'est plus arriver, oui, effectivement, à conscientiser cette destruction du biotope Terre dans le rire. Parce que le rire, parfois, aide à accéder à des niveaux de conscience, en fait, finalement, tu vois. Voilà, je travaille dans une espèce de cowork vers chez moi, et il y a une personne, vraiment juste avant qu'on commence l'interview, qui a vu mon spectacle le week-end dernier, et qui m'a dit, putain, tu sais que depuis que j'ai vu ton spectacle, je savais des choses, mais j'en avais pas conscience. Ouais. Et là, depuis, j'y réfléchis tous les jours. Donc tu vois, le rire, ça aide à ça en fait. C'est ça du rire en pleine conscience. Ouais, je pense que tu peux avoir autant de rapports de stats que tu veux. Pour certaines personnes, ça va marcher, pour d'autres pas du tout. Et alors que les émotions et notamment le rire, ça court-circuite et ça va direct à la carte mère, quoi. Et tu te dis, oh merde. En fait, C'est exactement ça. Et j'ai plein de potes et ça me fait marrer parce que tu vois, pareil, j'ai une autre copine là qui avait le spectacle ce week-end et qui me dit. Tu vois, elle avait un projet de centrale d'achat de produits bio locaux pour travailler avec les restaurateurs. Ça faisait un petit moment qu'elle avait ce projet-là. Ouais. Et elle me dit, en fait, ça faisait 2 ans que j'y pensais, mais que je le faisais pas. Et là, depuis que j'ai vu ton spectacle, je travaille tous les jours sur ce projet. Tu vois, donc ça met des petits déclics comme ça de gens qui se disent mais oui, en fait, merde, il faut qu'on bouge tout de suite, en fait. C'est bon, il a raison. Ah ouais. On va en parler, mais ça met des coups de pression négatifs comme positifs. Ouais, j'ai bien kiffé. À l'inverse, par contre, il y a des enfants qui sont venus me voir. Et t'as dit, ouais, demain, je monte ma centrale d'achat bio. Non, mais il y a des enfants qui sont venus voir un spectacle et qui étaient en crise d'angoisse après. Alors là, j'ai eu de la chance, ou les enfants ont eu de la chance, c'est que les parents me connaissaient. Du coup, j'ai pu aller parler aux enfants le lendemain et les rassurer, leur expliquer. Ouais, moi, j'avoue que j'ai une copine qui m'avait contacté pareil pour son gosse. C'était là... C'est compliqué. Lis, je sais plus comment ça s'appelle, l'effondrement expliqué aux enfants de Servigne, et puis... Ah, il a écrit un bouquin, l'effondrement expliqué aux enfants? Aux enfants et aux grands-parents, je crois. Ouais. Ah, excellent. Ouais. Ah, je l'ai pas. Faudrait que j'achète. Comme je suis un VIP, j'ai eu la chance d'écouter une des premières versions de ton spectacle. Ouais. Et d'entrée, j'ai kiffé. Tu dis, en 2023, les écolos, c'est pas les gens qui font le tri. On n'a plus le temps pour la pédagogie, les gars. Si j'ai bien fait mon travail, vous sortez dépressif à la fin du spectacle. Et moi, je kiffe parce que t'es corrosif, tu rentres dans l'art. Et c'est vrai, quoi. Enfin, j'allais dire, on n'a pas le time, alors que je parle pas du tout comme ça, mais on n'a pas le temps, quoi. Non, mais c'est exactement ça. C'est vrai que ça fait plus de 10 ans que je fais de la pédagogie et j'ai pas l'impression qu'il y a grand chose qui change. Donc maintenant, j'ai plus le temps d'être aussi pédagogique qu'avant. Je préfère rentrer dans l'art, comme tu dis, des gens. Tu vois, même au début du spectacle, je demande qui est écolo débutant ou même qui se sent pas écolo, parce qu'il y a plein de gens qui ne se sentent pas écolo, qui viennent me voir en spectacle, et ça me fait encore plus plaisir quand je vois ces gens-là dans la salle. Et à un moment donné, on leur met un gros coup de pression et parfois ça fonctionne. Ils se disent, ah oui, effectivement, là, il faudrait que je commence à me boucher le cul, quoi. Mais ça, c'est un truc global que je trouve carrément vrai, que les écolos, on est trop gentils. Ouais.
trop poli. On est là. Excusez-moi, auriez-vous l'amabilité de ne pas détruire la vie sur Terre, s'il vous plaît? Mais surtout, sentez-vous libre de dire non et de nous la mettre à l'envers, quoi. Il y a aucun souci. C'est ça. Et tu me fais penser à un autre passage du spectacle où je dis que, tu vois, on nous traite d'écolo extrémistes, alors que franchement, dans le game des extrémistes, on est de loin les plus gentils, tu vois. On se fait pas respecter, quoi, tu vois. Ah, mais ouais. On fait aucun coup bas. La violence, effectivement, c'est quand même, on en fait pas matériel tu vois, très limité. Le jour où il y aura des écolos vraiment radicaux extrémistes, enfin, ils sont pas prêts, quoi. Enfin. Non, ça va être violent. Parce qu'ils arrivent. Hein. Tu dis aussi, je veux qu'à la fin du spectacle, vous soyez tous éco-anxieux. Je vais pas te mentir, t'as bien réveillé mon éco-anxiété. Pour vous partager une ou deux stats, tu partages le pic conventionnel du pétrole sur lequel repose toute notre société, c'était en 2006. Le pic du pétrole non conventionnel, c'est dans 2 ans, en 2025. Donc à partir de 2025. 2026, ouais. Ah ouais, ok. Ouais, bon. Chaque année, on doit se démerder avec moins d'énergie que celle d'avant. Donc ça, c'est moi la stat qui m'a fait le plus bader. Ouais. Voilà. Mais si vous voulez un truc plus cash et direct, en 2030, 40% de la demande en eau mondiale ne sera pas couverte. Exact. J'aime bien comment couverte, ça fait très poli et soutenu comme langage. Ouais, tu vas mourir de soif, quoi. Enfin, ben ouais. C'est ça qui est fou, c'est que j'ai l'impression que c'est à des années-lumière de la plupart des gens. Moi, je m'en rends vraiment compte, maintenant que je suis dans le milieu agricole, le manque d'eau qu'on a, tu vois. Je m'apprête, on va certainement en parler plus tard, mais à planter des milliers d'arbres fruitiers sur ma ferme. Et beaucoup de gens s'inquiètent sur comment je vais arroser mes arbres. Après, moi, c'est une façon de faire. Tu vois, je veux justement en utiliser le moins possible, mais en utiliser que les 2 premières années de vie de l'arbre et après qu'il se démerde. Et je vais faire une espèce de sélection génétique darwinienne, c'est-à-dire ceux qui ne survivront pas ne sont pas faits pour le réchauffement climatique et tant pis. Je vais pas m'amuser à les garder en état de survie, tu vois. Le but, c'est de garder que les arbres qui seront forts et qui pourront produire dans les prochaines années. Mais tu vois, je vois mes amis agriculteurs, et puis on le voit avec le problème des méga-bassines, tout ça. Il y a un vrai problème de l'eau, et c'est pas que en Afrique, en Moyen-Orient, quoi. Non, il y a un vrai problème de l'eau partout dans le monde. Et nous, pour nos agriculteurs aussi, quoi. Hein. Est-ce qu'on va réussir à continuer à nourrir l'humanité avec une ressource en eau qui diminue drastiquement dans le monde entier? Ça va être de plus en plus compliqué. Ouais, non mais grave. Mais du coup, je trouve ça trop cool ton projet justement de devenir paysan, parce que moi, honnêtement, ça me met un coup de pression, parce que je suis là. Attends, mais ça fait, 5 ans que t'es à fond dans l'effondrement. Est-ce que tes actions matchent ta connaissance, en fait? Et en même temps, je suis dans ce paradoxe-là. Et en même temps, clairement, ça m'attire pas du tout. Je suis en train de pleurer ma race parce que je suis allergique au pollen. Rien que ça, tu vois, je suis là. Il me met 3000 arbres autour de moi, je suis en PLS. Ouais, mais après, tu sais, c'est pas parce qu'il y a un effondrement qui arrive qu'on doit tous être paysans. Ce qui compte, c'est qu'on ait tous des capacités à aider notre prochain, à aider notre société à s'aider nous, en utilisant moins d'énergie, moins de technologie. Tu pourrais être menuisier, tu pourrais être charpentier, tu pourrais être, tu vois, savoir travailler le métal. Je veux dire, il n'y a pas que paysan. Évidemment que paysan, oui, on va en avoir besoin et de plus en plus, mais ce n'est pas le seul métier qui est utile à la société. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de choses que tu peux savoir faire qui font partie de tes compétences à toi et qui peuvent aider la société dans un monde post-effondrement. Oui, bah pour l'instant je cherche, mais il faut chercher, c'est sûr. Mais moi je sais que j'adore ça, tu vois, donc c'est pour ça que je fais ça. Mais si mon truc c'était travailler le bois, bah voilà, je ferais ébéniste, menuisier, tu vois, charpentier, je sais pas, tu vois. Oui, voilà, mais s'il y a pas forcément de trucs qui t'attirent dans tout ça, t'es un peu dans le paradoxe de bah ça m'attire pas. Donc soit je continue ma vie normale, mais du coup je trouve ça un peu irresponsable, surtout quand t'as une famille, etc. Soit du coup tu te forces à faire un truc que t'aimes pas et peut-être pas être heureux un certain temps, mais parce que ça va devenir juste essentiel à ta survie et celle des gens que t'aimes. Et tu sais pas trop dans combien de temps, et en même temps c'est aussi juste plus responsable, quoi. C'est marrant ce que tu dis parce que ça me rappelle des conversations que j'ai souvent avec mes potes écolos. Ouais. On parle souvent du fait que, en ayant ce retour à la terre qu'on essaie d'avoir, tu vois, en essayant de vivre de façon plus autonome, on se dit, tu vois, c'est cool parce que quand ça va vraiment partir en couille, alors pour certains, ça part déjà en couille aujourd'hui et ils ont pas tort. Mais effectivement, l'effondrement, voilà, c'est long en fait, ça prend du temps. Hein, c'est graduel. C'est pas du jour au lendemain. Et du coup, on se dit, ouais, mais nous, finalement, en se renseignant sur ces sujets-là et en changeant dès aujourd'hui, bah ça va moins nous impacter que les autres. Et ce qui est drôle, c'est que toi, t'en as conscience, donc ça va quand même moins t'impacter parce que tu te prépares à ça, intellectuellement, mentalement, t'es déjà préparé, puisque tu en parles tous les jours. Oui, bah, je fais quand même des trucs, quoi, mais pas voilà, et je me dis, et imagine les autres, les gens qui sont à fond dans cette société de consommation, qui ne pensent même pas, qui n'imaginent même pas que c'est possible de vivre autrement. Imagine pour eux à quel point ça va être dur. Parce que toi, tu te dis, bon, si un jour je dois le faire, bah, je le ferai, c'est pas grave. Il y a des gens pour qui, rien que d'y penser, ça leur fout de l'eczéma, tu vois.
Après, il se tape pas les années d'éco-anxiété avant, tu vois. Non, mais d'où clair le que- spectacle. Et c'est pour ça que je dis qu'effectivement, les gens, il faut ils sortent éco-anxieux. Parce que c'est le début du chemin vers le passage à l'action. Mais c'est clair qu'il va y avoir des effondrements psychologiques massifs, quoi. Ah oui, c'est sûr. Mais, C'est sûr. donc c'est quand même un délire de faire de l'humour sur des stats aussi flippantes. En fait, tu voulais juste ne plus être tout seul à déprimer, c'est ça le projet. Non, mais ce qui est drôle, c'est que justement, moi, je flippe plus parce que, bon, je vais pas Bah oui. spoiler la fin du spectacle, mais À la fin, il annonce qu'il part vivre sur Mars. Non, c'est que justement, la seule façon de sortir de l'éco-anxiété, l'éco-angoisse, c'est le passage à l'action, tu vois. Donc moi, mon passage à l'action, je l'ai trouvé. Et maintenant, voilà, j'ai passé mon diplôme agricole, je viens d'acheter mon terrain agricole, je monte ma ferme. Ça me rend super heureux, en fait. Et donc, bien que le monde, je vois bien qu'il part de plus en plus en couille, et ben moi, je suis pas de plus en plus malheureux. Ouais. Et toi, comme t'es cohérent, justement, ta tournée, t'as décidé de la faire dans des fermes à la campagne pour remplir les campagnes de citadins plutôt que de ramener les ruraux en ville comme on fait d'habitude. Et donc, tout le mois de juin, là, en ce moment, quasiment chaque soir, le mec il charbonne, tu joues ton spectacle dans un écolieu, une ferme, un tiers-lieu, et donc vous foutez une palette, des tireuses à bière, des produits locaux et spectacle. C'est canon comme concept. C'est exactement ça. Alors après, quand tu me dis t'es hyper cohérent, je suis pas non plus, je suis loin d'être parfait. Je suis pas méga cohérent. Tu es parfait, Nicolas. Tu es parfait. Non, faut pas faire croire ça aux gens. J'ai plein de choses pas bien. Par exemple, je suis plus zéro déchet, par exemple. Il y a plein de choses que je fais mal. Et pareil pour la cohérence de ça, c'est une cohérence sur le moment. C'est-à-dire qu'après, je continuerai de faire aussi une tournée dans les théâtres, dans les grandes villes. Là, si tu veux, c'est un moment de ma carrière où j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'aller amener le spectacle là où il y en a pas. Et effectivement, souvent là où il y en a pas, bah, c'est là où il y a des fermes. Et comme je monte une ferme, je me suis dit, bah, c'est le moment, tu vois, parce que je suis en train de la monter, mais elle est pas encore en activité, donc je peux me permettre de me barrer un mois en tournée. Et quoi de mieux que de partir en tournée dans les fermes et du coup tous les jours de découvrir une nouvelle ferme et tous les jours découvrir une nouvelle façon de cultiver. Et finalement, ça fait suite à, j'avais réalisé un film avec Sophie Labruyère pour France Télé qui s'appelait Nouvelle Graine et qui m'avait suivi justement pendant mon année de formation au lycée agricole, et on suivait le parcours de deux jeunes agriculteurs qui s'installaient. Et à la fin de ce film, je disais, j'ai envie de montrer aux gens la palette agricole qui existe. Il n'y a pas les méchants conventionnels d'un côté et les gentils permaculteurs de l'autre. Il y a 10 000 façons de produire à manger et j'ai envie de montrer ça aux gens. Et là, c'est ce que je fais. Effectivement, tous les jours, je joue dans une ferme différente, mais tous les jours, je filme une vidéo sur la ferme sur laquelle je me trouve pour diffuser ça ensuite sur YouTube et montrer aux gens, voilà, j'espère que ces vidéos vont inspirer d'autres gens. Parce que, par exemple, il y a des gens comme toi qui se disent, oui, l'agriculture, non, c'est pas mon truc, mais l'agriculture, c'est tellement large que ça se trouve dans l'agriculture. Il y en a une d'agriculture qui te plaît, mais c'est juste que tu ne la connais pas. Et moi, je vais essayer de te la montrer, cette agriculture qui existe. Donc, si vous voulez voir le spectacle, je mets le lien en description de ta vidéo YouTube sur ta tournée avec toutes les dates. Ouais. Donc on a parlé du spectacle, mais en fait ça pour toi c'est effectivement, c'est, vous avez compris, un amuse-bouche. Voilà, c'est un hobby presque sur son temps mort quand il s'ennuie, parce que là, après des années de galère, tu viens d'acheter ton terrain agricole. Mais bravo mec. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Le projet est passé par plusieurs étapes. Au début, on voulait plutôt monter un écolieu avec des amis que tu connais. Et puis bon, la vie a fait que... ça a foiré comme ça. Voilà, on n'a pas réussi. Et donc là, je suis retourné sur quelque chose de plus simple. On est deux et on monte une ferme. Donc j'ai un associé qui s'appelle Tristan. Et voilà, on a enfin acheté notre terrain au mois de février, après peut-être 6 ans à chercher du terrain, tu vois. C'était pas forcément beaucoup plus facile. Ah non. Et puis même là, c'est pas parce qu'on a acheté le terrain que c'est facile. La route est encore très très longue, parce qu'en plus c'est un terrain qui n'a pas été exploité depuis 8 ans. Donc il faut remettre en route la parcelle, enlever tous les ronciers, les jeunes frênes qui ont poussé. Le monde agricole, je savais que c'était compliqué, mais j'imaginais pas à quel point. Vraiment, c'est dossier sur dossier. C'est un parcours du combattant, l'installation agricole. C'est assez incroyable à vivre. Puis tu dis, quand t'es un gros agriculteur en monoculture, on trince de subventions limite, mais un petit agriculteur, les banques, elles ont les chocottes. Oui, alors on trince d'aide. Quand t'es un gros agriculteur, on trince d'aide simplement parce que t'as plus d'hectares. Après, les gros agriculteurs sont pas plus rincés d'aide. D'ailleurs, Dieu merci, aujourd'hui, quand t'es en bio, par exemple, on t'aide plus, tu as des plus grosses aides qu'un pas bio. Maintenant, c'est sûr que plus tu as une grosse ferme, plus tu as des aides. C'est proportionnel effectivement à la taille de ta ferme. Je crois sans me tromper que le plus gros toucheur d'aide de la PAC en France ou en Europe... C'est Nestlé, je crois. Non, je crois que c'est les gens qui font du ketchup. Donc c'est quand même fou, quoi. De dire que c'est des ketchup industriels qui se rincent d'aide de la PAC, alors que effectivement on n'aide pas les petits agriculteurs. Enfin, on n'aide pas, on aide moins.
Et alors, comment tu te sens là? Est-ce que tu es surexcité face à la montagne de taf qui vous attend? Est-ce que tu es, je sais pas, stressé de foirer avec les canicules de l'été? Ou tu es soulagé de commencer à être beaucoup plus autonome? Vos émotions, monsieur Miracle. Alors déjà, je suis stressé pour une chose, c'est que je me suis lancé dans ce projet de ferme, mais par rapport au projet que j'ai pas assez de sous pour le faire, et c'est pour ça qu'en ce moment j'ai une campagne de crowdfunding, parce qu'évidemment je suis excité, mais sans argent je peux faire qu'une partie du projet, tu vois. Donc pour te raconter peut-être dans la globalité le projet, ce qu'on fait sur notre ferme. Bah ouais, carrément. Mon associé il s'occupe de la partie maraîchage, donc production de légumes. On a également des poules pondeuses, Yes. et moi ma partie, donc comme j'ai dit j'ai une grande serre. Pourquoi? Parce que je vais être pépiniériste. Donc, producteur de plants maraîchers, bio, semences paysannes reproductibles, évidemment. Et ça, c'est pour que les gens puissent développer leur autonomie au niveau du territoire. Qu'ils puissent faire un potager chez eux. Ouais, exactement. Je suis le mec qui fournit la matière première. Après, tu fais ce que tu veux, frère. C'est pas mon problème. Et après, à terme, je voudrais être pépiniériste aussi d'arbres fruitiers, puisque comme je te l'ai dit, je vais faire une sélection génétique sur tous les arbres que j'aurai plantés. Et à partir de cette sélection génétique, on saura quels arbres sont adaptés à notre territoire et au réchauffement climatique, puisque le but, c'est que ces arbres, je les laisse pousser avec le moins de soins possible. Et ceux qui vivent, donc du coup, je vais pouvoir les reproduire pour vendre ces arbres fruitiers, une fois de plus, pour développer l'autonomie alimentaire de mon territoire. Et ça, je peux me le permettre justement parce que c'est pas ma rentrée d'argent principale, en fait. Tu vois, l'agriculture, pour l'instant, je continue d'être comédien, d'être réalisateur à côté et de faire des spectacles pour pouvoir survenir à mes besoins, tu vois. Je trouve ça trop drôle que ton job alimentaire, ce soit celui qui te nourrit. C'est pas celui où il y a de la bouffe, ouais. C'est ça. C'est vrai. Mais à terme, ce sera le cas. À terme, puisque du coup, le gros projet, justement, à côté, c'est de créer donc, alors il y a plusieurs termes, un grand jardin forêt, une forêt comestible. Peut-être pour résumer brièvement le concept, c'est quoi? C'est quand vous vous baladez dans une forêt en Europe, une forêt de feuillus, une forêt diversifiée, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a une centaine d'espèces végétales autour de nous. Si on regarde comme ça, si on commence à regarder, il y a plusieurs arbres différents, mais il y a aussi des lianes, il y a des buissons, il y a des herbes rampantes, il y a des herbes grimpantes, et en fait, on s'en rend pas compte quand on se balade dans une forêt, mais il y a entre 50 et 100 espèces végétales différentes. Et moi, ce que j'aimerais recréer, c'est la même chose, c'est imiter le biotope d'une forêt, mais qu'avec des essences comestibles. Je donne un exemple concret dans le comestible. Moi, quand j'étais à l'école agricole, on m'a expliqué qu'un verger, c'était un arbre en quinconce tous les 5 mètres. Ce qui fait un arbre sur 25 mètres carrés. OK? Moi, je veux planter un pommier. Au pied de ce pommier, je plante une vigne et un kiwi qui vont grimper dans le pommier. OK? Au pied de ça, je vais mettre un cassissier et un framboisier qui vont être des buissonnantes qui vont entourer le tronc du pommier et des lianes. Et après, au sol, je mets de la menthe et de la fraise qui sont des couvre-sols qui vont tapisser le sol. Et au final, là, sur 1 mètre carré, tu auras 7 espèces végétales différentes. Ouais. Maintenant, tu le reproduis sur 3 hectares et à terme, tu auras l'impression d'être dans une vraie forêt, quoi. Ouais. Alors, pas comme ça, avec beaucoup de travail et beaucoup de support financier parce qu'il faut acheter toutes ces plantes. Ouais. Mais à terme, tu auras une vraie jungle où tu pourras manger plein de choses. Et moi, c'est ça mon rêve, c'est de créer ce jardin-forêt et d'inviter les gens à venir passer des balades avec moi. Ce sera un espèce de musée du végétal comestible. En fait, les gens, au lieu d'acheter une place pour venir me voir en théâtre, ils achèteront une place pour venir me voir dans mon jardin-forêt et on passera 1h30 ensemble et je vais écrire un spectacle exprès sur le jardin-forêt où je vais expliquer aux gens comment fonctionnent les arbres, comment fonctionne la vie du sol. Et tout au long de cette balade, ils pourront cueillir et manger des fruits qu'ils connaissent pas, qui n'ont jamais goûté. Il y a une liste d'attente, on peut s'inscrire aujourd'hui. On peut s'inscrire, oui, sur le crowdfunding, t'as des places directes, donc oui, en plus c'est vrai. Bah oui, bien sûr, ouais. Parce que oui, les jardins, on a notre imaginaire, mais en fait, on peut beaucoup plus s'inspirer de la forêt, et c'est effectivement tout un écosystème. Et les jardins forêts, du coup, ça joue beaucoup sur le fait que t'es plusieurs niveaux, voilà, t'as pas juste des arbres tout en haut et rien par terre, mais qui s'entraident les unes les autres, qui se font de l'ombre, qui se nourrissent avec l'humus, etc. Et donc il y a vraiment un truc de se rapprocher de ce qui existe naturellement dans la nature plutôt que de faire soit de la monoculture, soit des trucs que sur un niveau avec un seul truc, quoi. Voilà. Et donc un des gros chantiers de ce terrain, tu l'as dit, ça va être de planter 3000 arbres. Ouais. Et dans tes dernières vidéos YouTube, on rencontre Albert, ton mentor paysan que les abonnés ont décidé de prendre pour mascotte. C'est clair. Et il te dit, si tu veux planter 3000 arbres fruitiers, finis les one-man show au point virgule. Oh là là, il m'a fait tellement rire, je crois que c'est mon moment préféré de la vidéo. Il était tellement drôle, ouais, il me dit, et oui, c'est exactement ça qu'il dit, finis les one-man show au point virgule, c'est là maintenant, c'est là.
Et oui, mais bon, ceci dit, il a pas tort. Hein. C'est vrai que ça va me demander beaucoup, beaucoup de travail. Mais c'est ça aussi qui est cool, c'est que le one man show, ça demande beaucoup de travail au début, d'écriture, de recherche. Et une fois qu'il est écrit, finalement, c'est comme le jardin forêt. Tu galères pendant des années et après c'est censé être exactement le jardin forêt. Mais c'est pour ça que je fais, tu vois, ce genre d'activité en fait. Hein. Ça crée des rentes en fait. Non mais je suis pas fou, tu vois. J'essaie évidemment que le travail, comme tu le dis, tu l'as dit plusieurs fois depuis le début, je suis un peu un work alcoolique, je travaille tout le temps en fait. Mais j'essaie d'avoir des projets effectivement qui sont rentables physiquement et financièrement, tu vois. Et le jardin forêt, c'est vrai, il va avoir beaucoup beaucoup de travail les premières années et c'est censé à un moment donné atteindre un plateau, ça s'équilibre de lui-même et c'est ce que je vais essayer de faire, tu vois. Alors, si vous voulez donner de la force à ce néo-paysan et ses projets très ambitieux, je vous mets évidemment le lien du crowdfunding en description pour rejoindre l'aventure. Est-ce que toi, tu auras envie de leur dire quelque chose pour qu'ils se chauffent à lâcher un petit billet? Alors, un petit quelque chose, je sais pas. Déjà, il y a plein de choses qu'on peut dire. Si tu veux, moi, les jardins forêts, c'est ma passion, donc je peux en parler pendant des heures. Mais il faut bien comprendre que pourquoi c'est important de pousser ce projet. Au-delà d'un rêve personnel, c'est, je pense, quelque chose d'utilité publique, en fait. Et que quand je te dis que je vais faire une sélection génétique, que je vais pouvoir après reproduire les arbres fruitiers de demain pour les gens de mon territoire, eh ben, je peux le faire que si vous m'aidez. C'est-à-dire que tout seul, je peux pas le faire et il y a aucune utilité publique qui le fait. Alors que c'est ultra important de penser à l'autonomie alimentaire de notre pays et de nos territoires. Et donc là, je le fais. Ça. Bah, à ma connaissance, non. Tu vois, c'est ça qui est fou. Ouais. C'est ça qui est fou. Et donc, du coup, ce que je ferai ne sera pas utile que pour moi, et sera utile pour plein d'autres gens, en fait. Bah, et en plus, on le sait que les jardins forêts, c'est une des meilleures méthodes de production. C'est parce que c'est une des plus autonomes, c'est une des moins gourmandes en eau, c'est une qui stocke le plus de carbone, c'est une qui aide les sols à être plus drainants, c'est elle qui recrée de la biodiversité du fait de cet enchevêtrement, comment on dit? Enchevêtrement, merci. du fait de cet enchevêtrement de variétés végétales, ça apporte effectivement beaucoup plus d'insectes, d'oiseaux, puisque justement, tu sais, les insectes, ils aiment un certain type de plantes. Et quand tu fais de la monoculture, tu attires quasiment que les mêmes insectes, tu vois ce que je veux dire? La biodiversité attire la biodiversité, tout simplement. Ouais. Et en plus, c'est vraiment une façon de cultiver qui est rentable financièrement. Pour preuve, il y a des rapports technico-économiques du Jardin Forêt du Bec et Loin qui sortent chaque année et ils prouvent qu'économiquement, c'est aussi une manière de produire qui est rentable. Donc, je pense très honnêtement que le Jardin Forêt, c'est l'avenir, que pour l'instant, à ma connaissance, il n'y en a que 5 en France. Et que il n'y en a que 5 j'avais posé la question. Ouais. À ma connaissance, il n'y en a que 5 en France. Donc, investir dans ce crowdfunding, c'est un peu investir dans la ferme du futur, en fait. Et il faut développer ce genre de modèle. Et c'est qu'en créant des nouveaux, en montrant qu'il y en a d'autres qui existent, que d'autres gens auront envie de répéter le modèle. Donc, voilà. Aidez-moi. Ouais, et puis surtout sur chaque territoire, il y aura besoin d'avoir cet exemple parce que c'est pas les mêmes espèces qui vont survivre et s'adapter le mieux à chaque. Et alors tu fais bien de le dire parce que le dernière étape de mon jardin forêt, j'en recrée un autre ailleurs, dans une autre région. Ouh. Tu vois, comme ça, parce que après c'est ma vision sur le long terme, c'est d'arriver à en faire un chez moi. Si j'ai des fonds, je vais en créer justement un peu partout et faire ça avec les gens. Localement, tu vois, et leur donner des forêts comestibles clés en main dans leur région, tu vois, et que effectivement on démultiplie ce modèle agricole qui est pour moi le modèle agricole du futur, quoi. Ouais. Un des modèles agricoles du futur, parce que comme je le montre en voyant tous les fermes, il y a plein de manières de produire différentes, mais celle-ci c'est celle qui me parle le plus en tout cas. Ouais. Donc Sandrine qui nous écoute, lâche les 120 000 €. On en a besoin pour sauver l'humanité, ok. Sandrine. Oui, c'était n'importe qui, je sais pas. Ah oui. Il y avait pas de. Ah oui. Je pensais à personne en particulier. Je pensais que c'était un name dropping, tu vois. Non, ah oui. Donc tu connais une Sandrine qui a 120 000 balles à me filer. Putain, c'est incroyable. J'aimerais bien. Si ça se trouve, il y a vraiment une Sandrine qui va surgir. Tu as Sandrine du 06 qui va... Bon, je sais pas si c'est encore top secret, mais t'as encore un autre projet dans les cartons. Est-ce qu'on peut en parler? Un podcast pour qu'un max de gens deviennent paysans? Grave. C'est un petit peu la suite des tournées de ferme, en fait. Si tu veux, effectivement, là, je vais filmer un maximum de fermes là, pendant ma tournée pour montrer différents modèles agricoles. Ça, c'est, je pense, déjà une première source d'inspiration pour les gens qui veulent devenir paysans. Et ensuite, effectivement, la suite, c'est d'interviewer tous les néo-paysans pour donner une espèce de
de force, tu vois, qu'on se rallie pour dire, les gars, vous n'êtes pas tout seuls, voici toutes les étapes, comment ça marche, pourquoi on le fait. Et je pense que d'entendre plein de témoignages, ça peut d'une part donner envie à ceux qui n'osent pas passer le pas, et d'autre part connecter les gens qui ont passé le pas mais qui se sentent seuls. Parce que, faut pas se mentir, l'agriculture c'est dur. C'est solitaire. Et c'est très solitaire, et c'est pour ça qu'avec Tristan, on a fait le choix de s'associer. C'est que Tristan, s'il veut partir une semaine en vacances avec sa famille, eh ben moi, je peux être maraîcher pendant une semaine et m'occuper de sa partie agricole. Si moi, par exemple, je suis obligé de partir en tournée, alors je partirai pas en tournée sur un mois comme je l'ai fait, maintenant ce sera plus possible. Tristan mais oui, c'est clair. Mais tu vois, si j'ai besoin qu'il arrose mes plants, eh ben il peut le faire à ma place, tu vois. Dans la région dans laquelle je me trouve, tous les maraîchers, ils se connaissent un peu, tu vois, et ils peuvent s'entraider et ce truc. Et c'est ce dont je me suis aperçu quand on a fait le film avec Sophie, c'est qu'il y a encore trop de gens, des paysans, qui n'osent pas parler entre eux de leurs problèmes. Et encore plus quand t'es néo-citadin et que d'un côté tu peux être un peu naïf et arriver la fleur au fusil. Exactement. Et de l'autre côté, on te regarde un peu avec jugement parce que t'es le mec qui débarque. T'imagines même pas à quel point c'est vrai ce que tu dis. Ouais. Tout à fait. Mais du coup, juste. je trouve ça hyper intéressant comment est-ce qu'on aide justement un max de citadins à se lancer parce que, déjà, on va vraiment en avoir besoin. De plus en plus de micro-fermes à taille humaine. Exactement. Sans fossiles ou presque. Parce que bouffer, ça va vite redevenir une priorité et on a besoin de gens qui débarquent pas comme des petites fleurs ça va être hyper facile et qui tombent en dépression en 2 secondes. Et en même temps, de l'autre côté, on a aussi besoin que les paysans locaux ils partagent leur savoir-faire, ils donnent un coup de pouce, ils leur disent là où ils font de la merde ou au contraire, je sais rien, qu'ils leur filent 1 ou 2 plans C'est ça, c'est exactement ça. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même une vraie entraide dans le monde paysan, tu vois. Ouais. Malgré tout. Si on sait la demander, ils sont là. Moi, je vois, par exemple, j'ai un voisin qui fait du maïs conventionnel. Et ben, il m'a proposé lui-même, il m'a dit, mais si t'as besoin d'un coup de main avec mon tracteur pour que je te broie des trucs, si je peux venir t'aider, je le fais, tu vois. Et j'ai trouvé ça génial, tu vois. Parce qu'il pourrait se dire, le petit bobo bio qui va faire son truc. Ouais. Non, il s'est dit, ok, le mec a le courage de se lancer. Si je peux l'aider, je le ferai, tu vois. Et je trouve ça super cool. Ouais. Tu vois. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a moins cette dualité conventionnelle bio au sur le terrain que exactement. Finalement, c'est le grand public qui fait la scission entre les deux mondes, alors que dans le monde paysan, elle existe quasiment pas cette scission. Vraiment, les gens. En fait, c'est bizarre parce que je me contredis un peu parce que j'ai l'impression qu'ils parlent pas de leurs problèmes, mais par contre, ils s'entraident vraiment. Après, il faut franchir le seuil de OK, est-ce que je peux te faire confiance et ce que je comprends aussi, quoi. C'est ça. Nico, est-ce que c'est trop tard pour protéger la vie sur Terre? C'est jamais trop tard. Il sera jamais trop tard. Il sera jamais trop tard. Jamais. Les gens ne se rendent pas compte à quel point le vivant a une force de résilience. On la sous-estime complètement. Le vivant, quand tu lui laisses la chance de s'exprimer, il explose. Il explose, littéralement. Et moi, ça, j'en veux pour preuve quand je déménageais, quand j'ai quitté Paris il y a 6 ans et que j'ai commencé à faire mon jardin. Mon jardin, c'était que du sable. J'avais que du sable, du sable sans rien. Il y avait pas de matière organique, il y avait rien, que du sable. Alors, j'habite plus dans la maison dans laquelle j'habitais à l'époque, mais juste avant que je quitte, il y avait que de la verdure de partout. Il y avait plus de sable, tu voyais plus le sable, il y avait des insectes de partout, il y avait des milliers de plantes. C'est juste que je lui ai donné à manger à mon sol et j'ai laissé la vie s'exprimer et elle explose, quoi. Quand tu lui donnes un milieu favorable, ça pète dans tous les sens. Et on l'a bien vu pendant la période Covid. On l'a vu, la biodiversité, elle a repris sa place pendant la période Covid. Ouais. Donc non, il sera jamais trop tard. Jamais, jamais. Du moment que on est vivant, du moment qu'il y a de la vie, il est pas trop tard. Alors oui, il y a de moins en moins de vie, mais comme la vie explose encore plus vite qu'on ne la tue, moi, je suis optimiste là-dessus. Je suis optimiste tout en étant réaliste. C'est-à-dire, je suis optimiste en te bougeant dans le le cul. sens si on veut se bouger le cul, on peut. Oui. Évidemment, ça, comme je dis dans le spectacle, est-ce qu'on va le faire? Oui, faut pas que ce soit un prétexte à faire. On sait pas. T'inquiète, c'est bon. Non, voilà. Non, en ça. fait, on est plus dans la merde que ce que tu crois, a priori. Voilà. On est beaucoup plus proche de la fin que de la renaissance. Mais après la fin, il y aura une renaissance. Mais bien sûr qu'il n'est jamais trop tard et qu'il faut se battre pour chaque dixième de degré du réchauffement climatique, pour chaque espèce qui peut disparaître. Il faut se battre pour tout ça, tu vois. Mais ça, je trouve ça hyper intéressant comme argument de... Bon, on a souvent une vision très binaire, mais de revenir à la source de... j'allais dire en mode Vandana Shiva que tu surkiffes, quoi, mais de la graine, quoi. Est-ce que, il y a des graines qui poussent dans le désert, il y a des graines qui poussent dans des milieux extrêmes, je sais pas, au sommet de l'Everest. Alors, c'est clairement pas sur Soif de Sens qu'on va vous dire que tout va bien. Voilà, je pense que vous avez suffisamment écouté de podcasts pour savoir que le GIEC et compagnie, c'est plutôt plus la merde que ce que croient la plupart des gens. Mais c'est ce que tu dis dans le spectacle aussi, quoi. La vie, elle est belle, elle mérite d'être sauvée et on a besoin de
de continuer ou de réapprendre à s'émerveiller, quoi. Exactement. Il suffit de planter une graine, hein, comme tu dis, pour voir à quel point la vie est belle, elle est bien faite, quoi. Vraiment, planter n'importe quoi, vous voyez ça pousser, moi je trouve ça vraiment, la vie c'est trop beau. J'ai pas d'argument, je suis juste sensible. Bah, c'est un argument qui parle à beaucoup de gens, et je pense que quand on parle d'écologie, on devient des comptables, comme dit Cyril Dion, d'équivalent CO2 et de kilogrammes et de courbes et de stats, et c'est froid et c'est chiant, et bien sûr que c'est indispensable d'avoir une fondation scientifique, quoi. Mais il y a un moment, t'as aussi besoin de toucher le cœur des gens, et un jardin-forêt, c'est pas mal pour toucher même pas le cœur, le ventre des gens. Ça, c'est aussi un très bon moyen de convaincre les gens, la bouffe et l'alimentation. Bah, j'espère, ouais. En vrai, il y a 5 ans, tu as été le premier gros youtubeur écolo à venir sur ma chaîne, et je t'en suis méga reconnaissant. Ça m'a vraiment aidé, et ton parcours est plein de sens, justement. Donc, je voulais te dire un gros merci, Nico. Bah, écoute, c'est adorable. Merci à toi, et puis bravo pour tout ce que tu fais. Je trouve ça incroyable. Maintenant, tout le monde te connaît, hein. Dans le game, le podcast Soif de Sens est très reconnu maintenant. Attention, hein. Attention, hein. Merci. Si vous voulez aider ce paysan badass à planter 3000 arbres, créer la micro-ferme du futur qui va inspirer tout le territoire et nourrir des centaines, des milliers de personnes avec son jardin-forêt XXL, je vous mets le crowdfunding en description. Moi, je lâche un billet dès que ça ouvre là, mais ce sera ouvert quand l'épisode sortira. Et si tu veux plus d'épisodes avec deux idoles, je pense, Nicolas, je te conseille l'épisode du coup avec deux personnes qu'on a citées. Vandana Shiva sur la guerre des graines, et celui avec Perrine de la ferme du Bec et Loin sur la permaculture et vivre de ça. 2 épisodes que j'ai écoutés avec attention, évidemment. Ciao Nico, ciao tout le monde. Salut, merci beaucoup, ciao.